Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, après la signature du cessez-le-feu à Pretoria, le gouvernement fédéral éthiopien et les forces tigréennes poursuivent les négociations de paix à Nairobi, au Kenya, en vue de sa mise en œuvre. Ce lundi, une hotline a été mise en place entre les parties belligérantes pour faciliter les échanges. La conférence sur le changement climatique se poursuit en Égypte. À la tribune de la COP27, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, a plaidé pour une solidarité internationale et a appelé les pays pollueurs à tenir leurs engagements financiers. Et puis Kribi, futur pôle économique du Cameroun. Les autorités de la ville du sud du pays affichent clairement leurs ambitions, des ambitions atteignables selon ces derniers depuis la construction du port en eau profonde. Mais tout d'abord, un peu moins de 3 mois après son retrait du Mali, le président français Emmanuel Macron va officialiser ce mercredi 8 novembre la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. Selon l'annonce de l'Élysée faite ce mardi, le chef de l'État français profitera également de son déplacement dans le sud de la France, à Toulon, pour annoncer une adaptation significative des bases françaises en Afrique. À ce jour, quelques 3000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Au plus fort de son déploiement dans le Sahel, la force Barkhane a compté jusqu'à 100 500 militaires. Poussée hors du Mali par la junte au pouvoir depuis 2020, l'armée française a définitivement quitté le pays mi-août après 9 ans de lutte anti-djihadiste. Également dans l'actualité, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan est actuellement en visite officielle en Libye. La première visite en 10 ans d'un procureur de la CPI dans le pays. Après sa rencontre avec le président du conseil présidentiel libyen Mohamed Al-Menf samedi 5 novembre. Ce dimanche 6 novembre, il s'est entretenu avec l'envoyé de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, à Tripoli. Cette visite vise à renforcer la coopération avec les autorités libyennes afin de garantir l'obligation de rendre des comptes, l'un des principes fondamentaux régissant les interventions de la Cour. L'objectif final étant de parvenir ainsi à rendre justice aux victimes de crimes de guerre dans le pays. Notons que la CPI réclame des autorités libyennes l'extradition d'un certain nombre de personnes recherchées, au premier rang desquelles Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi renversé par une révolution populaire en 2011. Une hotline a été mise en place entre le gouvernement fédéral éthiopien et les forces tigréennes, alors que les deux parties tentent de s'appuyer sur un cessez-le-feu conclu il y a une semaine à Pretoria pour trouver une issue à la guerre qui les oppose depuis 2 ans. Réunis à Nairobi depuis ce lundi, dans le cadre de la poursuite des pourparlers de paix, les représentants des deux camps semblent être sur la bonne voie. Un sujet de la rédaction. À la suite de négociations dans la capitale sud-africaine Pretoria, le gouvernement éthiopien et les forces régionales du Tigré ont convenu le 2 novembre de cesser les hostilités. Ce lundi 7 novembre à Nairobi, dans le cadre de la poursuite des pourparlers de paix, le médiateur en chef de l'Union africaine a annoncé que les deux parties avaient mis en place une ligne d'assistance téléphonique, une nouvelle avancée dans la résolution de ce conflit destructeur. Le premier signe pour moi des progrès après la signature de l'accord et le fait qu'entre eux, ils ont échangé une hotline par laquelle ils peuvent s'appeler s'il se passe quelque chose. Selon le haut responsable, la hotline traitera de toute recrudescence des combats et sera utilisée pour coordonner les désengagements. 2 ans de guerre dans le nord de l'Éthiopie ont fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Cette trêve a également fait naître l'espoir que l'aide humanitaire puisse à nouveau affluer vers le Tigré, où des centaines de milliers de personnes sont confrontées à la famine. Nous avons commencé à Pretoria, nous nous rapprochons. Nous sommes maintenant à Nairobi. Nous avons bon espoir que la prochaine fois nous serons à Mekele pour notre réunion et que nous célébrerons finalement la paix ensemble à Addis Abeba. En effet, le conseiller à la sécurité nationale et négociateur en chef du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, Redouane Hussein, a déclaré sur les réseaux sociaux que les pourparlers de Nairobi garantiraient la sécurité et accéléreraient le flux humanitaire vers des zones jusqu'ici inaccessibles. Cette dernière série de pourparlers entamés dans la capitale kenyane devrait durer 3 ou 4 jours.
La bataille pour le climat se poursuit à Sharm el-Sheikh dans le cadre de la COP27. Un rendez-vous aux enjeux multiples alors que l'Afrique, continent qui pollue le moins, est lourdement impacté par les changements climatiques. Le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a notamment appelé les pays pollueurs au versement des financements promis. Paul-Marcel Mayaki. Porte-parole du continent à la COP27 en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a appelé au respect des engagements pris depuis 2020 par la communauté internationale. Il s'agit de l'aide financière des pays riches et pollueurs à l'endroit des pays en développement qui sont peu responsables du réchauffement climatique. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Alors qu'elle ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique, avec à la clé des conséquences sur les plans économiques. En effet, le continent voit son PIB amputé de 5 à 15% à cause du changement climatique. Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable, en lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement, y compris l'accès universel à l'électricité, dont 600 millions d'Africains restent encore privés. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Deuxième poumon vert de la planète, l'Afrique qui peine à concilier croissance économique et protection de la biodiversité perd chaque année près de 4 millions d'hectares de forêt et les moyens de subsistance de millions de personnes sont menacés. Pour pallier le problème, le continent qui œuvre pour une transition verte est à l'origine de plusieurs initiatives pour un développement sobre en carbone. Il faut agir pour sauver la planète par la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. L'Afrique y est engagée avec le projet de la Grande Muraille Verte. De retour sur le continent africain après 6 années, la COP27 qui se tient du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte sera l'occasion pour les dirigeants africains, dans un esprit de participation au sauvetage de la planète, de rappeler aux pays développés qui sont les plus grands pollueurs leurs engagements envers le continent. L'Angola accélère la diversification de son économie pour sortir du tout pétrole. Les autorités entendent notamment augmenter la part de l'agriculture dans le PIB national, un secteur encore sous-exploité. Seuls 10% des terres arables du pays sont cultivées. Joël Ballot. Avec une production quotidienne de 1,17 million de barils de pétrole brut. L'Angola est, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, le plus grand producteur en Afrique subsaharienne devant le Nigeria au troisième trimestre 2022. Cette performance résulte des exportations du pétrole brut qui représentent 95%. Pour le président João Lourenço, l'Angola doit parier sur l'agriculture pour sortir de l'ère du tout pétrole. Nossos agricultores começam a entender cada vez mais os processos de produção a nível. Nous avons fait de nombreuses percées dans le secteur agricole. Aujourd'hui, et avec l'appui de la FAO, nous souhaitons améliorer l'activité au niveau de l'agro-industrie avec le processus de formation des jeunes et des femmes. Processos de formação e treinamento dos jovens, das mulheres. Soucieux de diversifier l'économie et de faire face au changement climatique, le gouvernement angolais s'attache désormais à redynamiser l'économie rurale et les vastes ressources agricoles du pays. Sur 35 millions d'hectares de terres arables, seulement 10% sont actuellement cultivés. Étant donné que plus de 60% de la population vit de l'agriculture, il est fondamental de renforcer la capacité institutionnelle du secteur agricole. Jovens e as mulheres
Les jeunes et les femmes doivent être au centre de nos préoccupations en ce qui concerne la préparation et la formation pour l'agriculture. Le but est d'avoir un meilleur rendement afin que les problèmes liés à la pauvreté trouvent dans le secteur agricole des réponses positives. En soutien au redressement de l'agriculture en Angola, la Banque mondiale a approuvé en juin 2022 un financement de 300 millions de dollars en faveur du projet de transformation de la petite agriculture. Ce projet, qui entrera en vigueur le 15 décembre 2022, va accompagner le passage d'une agriculture de subsistance vulnérable à une agriculture climato-résiliente. Kribi, la perle du sud du Cameroun, nouvelle destination économique. Depuis la mise en activité du port en eau profonde, un écosystème économique a commencé à se mettre en place. Les autorités locales ont de grandes ambitions pour le développement de la ville. Kribi entend devenir l'un des principaux pôles économiques du pays. Nathalie Mo. L'installation d'un port à eau profonde dans la ville de Kribi au sud du Cameroun a créé un écosystème économique qui a propulsé l'essor de la région. En 4 années de fonctionnement, le port autonome de Kribi a permis la création de plus de 3000 emplois directs. Depuis, la ville vit au rythme de son port. Aujourd'hui, Kribi est en pleine effervescence. Je vous ai parlé tantôt des emplois qui ont déjà été créés. À cause de la présence du port à Kribi, c'est au moins 3000 emplois. Quand on dit emploi direct, c'est des emplois qui sont offerts par les entreprises qui viennent s'installer sur la place portuaire. Avec un marché camerounais en expansion, Kribi est devenu une plaque tournante du commerce régional. L'attractivité de la zone portuaire a pris de l'envergure pour les entreprises camerounaises et étrangères, principalement les banques, installées dans la cité balnéaire et dont le nombre est passé de 3 à 9. Aujourd'hui, toutes les banques du Cameroun sont installées ici. Microfinance, ainsi de suite. Et tout le monde y trouve son compte. Donc, de ce point de vue-là, déjà, ça se voit. Et en plus, nous avons une très bonne collaboration avec la ville, parce que la ville ne doit pas subir la présence du sport. Au contraire, elle doit en profiter pour évoluer. La croissance économique induite par le port de Kribi se matérialise également par le développement des infrastructures de communication. Le désenclavement de la zone industrielle-portuaire de Kribi d'un budget de 247 millions de dollars s'est déjà concrétisé par l'inauguration de l'autoroute Kribi-Lolabé d'une longueur de 38,5 km. Le projet d'aménagement des voies de désenclavement de la zone industrielle et portuaire de Kribi, lancé au premier trimestre 2022, devrait s'achever en 2027. La Côte d'Ivoire et le Libéria s'engagent à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. Une collaboration qui s'est concrétisée par la signature d'un protocole d'accord le 2 novembre dernier à Abidjan, devant donner suite à une série d'actions telles que l'harmonisation des régimes d'inspection des deux pays pour une surveillance maritime plus accrue. Les précisions dans ce sujet d'Ameneji. Une convention a été signée entre la Côte d'Ivoire et le Libéria portant sur la coopération en matière d'inspection et d'activités connexes en vue de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L'objectif est de coopérer dans les limites des droits et règlements nationaux respectifs tout en menant des exercices d'inspection conjointe des navires, le contrôle, la surveillance et l'échange d'informations sur le suivi. La pêche illicite est un fléau qui gangrène nos économies maritimes, mais notamment les pays qui sont au niveau de la côte, notamment la Côte d'Ivoire, le Libéria. Je pense que la difficulté est surtout de retracer dans un périmètre assez large et de pouvoir faire le travail de police pour pouvoir arrêter les navires qui vont pêcher dans d'autres mers, alors même que la législation ne leur permet pas. Donc je pense que les difficultés sont surtout d'ordre du périmètre, mais aussi de la difficulté justement de retracer tous ces périmètres et de pouvoir vraiment contrôler cela.
La pêche illicite génère des pertes d'emplois et des ressources financières estimées à plus de 2 milliards de dollars par an pour les pays du Golfe de Guinée. Selon Emma Métier-Glasgow, ministre des Pêches et de l'Aquaculture du Libéria, ce protocole est un outil permettant de mettre en œuvre efficacement l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port qui constitue un cadre mondial de gouvernance des pêches. Donc bien évidemment, je pense que le fait de réglementer et de mettre en place une convention collective commune va permettre non seulement de pouvoir harmoniser les lois, mais aussi de pouvoir harmoniser les politiques de lutte et donc justement les polices pour pouvoir justement arrêter les nombreux navires qui viennent dans des côtes qui ne sont pas permises. Donc ça va permettre de relancer l'efficacité en matière vraiment de police maritime pour pouvoir arrêter ces fléaux et pour que chacun puisse profiter de sa zone maritime de manière fluide et sans forcément avoir la possibilité de voir d'autres venir chasser dans sa zone maritime. La pêche illégale et la surexploitation accélèrent ainsi la raréfaction des ressources halieutiques dans la zone. Notons que la région ouest-africaine fait face à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, représente 37% des captures. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.